Au début, je me suis dit: «Non mais plus jamais je vais chez les grands chefs, c'est super dur, je vais aller dans une petite boutique». Et là, mon ego a pris le dessus, il m'a dit: «Non, reteste quand même un grand chef». Donc j'ai appelé Cédric à l'époque, je lui ai dit: «Chef, est-ce que vous avez une idée de ce qui serait bien pour moi pour continuer mon apprentissage, etc.?» Il me dit: «Envoie-moi ton CV, je vais le faire passer». Je lui dis: «Non, non, est-ce que vous pouvez juste me conseiller quelques chefs?» Il m'en conseille plusieurs et puis finalement j'en fais qu'à ma tête, je vais pas du tout là où il me dit. Donc je postule chez Benoît Couvrant et Cyril Lignac, et à savoir que Benoît Couvrant était celui qui avait formé Cédric Grolet et plein d'autres grands chefs d'ailleurs, puisque Benoît était le chef de chez Fauchon pendant plus de 10 ans et tous les grands chefs sont passés par là. Et donc je passe mon entretien avec Benoît. Une des seules phrases qu'il m'a dit, c'est: «T'as tenu combien de temps, Meurice?» Je lui ai dit 9 mois. Il m'a dit: «Tu commences demain». Donc là, j'ai vu que le Meurice m'avait quand même apporté énormément de choses et j'ai même pas fait de journée d'essai. Je pense être une des rares pâtissières à pas avoir fait de journée d'essai, et je suis rentrée chez Cyril Lignac et Benoît Couvrant et j'y suis restée 8 mois, le temps d'apprendre ce que j'avais à apprendre, et puis en parallèle, j'ai monté le chef en box, donc je pouvais plus maintenir le rythme d'un job de pâtisserie et de création d'entreprise. Le chef avait fait pas mal de recrutements parce qu'on venait de passer les périodes de fête et on avait eu besoin de beaucoup de renforts, et à la fin, ils se sont rendus compte qu'il y a une personne qui pourrait pas rester parce que l'entreprise a ses contraintes. Il avait dit donc à Anthony, qui était le dernier arrivé, qui était censé pas rester là sur du long terme de toute façon, il lui avait dit: «Bah écoute, end of the game, quoi, ça y est, c'est fini». Et après, je passe mon entretien, on parle, etc. Bref, tout va bien. Et à la fin de mon entretien, je lui dis: «Chef, c'est quand même bête. Anthony, il a les compétences, il a le talent, il va rester longtemps chez vous. Moi, je vais pas rester très longtemps», parce qu'il était au courant que je crée ma société, j'ai toujours été très honnête avec lui. Je lui dis: «Moi, avec ce que je suis en train de créer, je vais pas pouvoir rester encore des années dans ce rythme-là. Je suis pas censée le lancer là, maintenant, mais je vais prendre un job alimentaire, je vais trouver autre chose et garder Anthony». Donc j'ai cédé entre guillemets ma place à Anthony pour qu'il puisse rester apprendre et faire ses armes chez Cyril Lignac. Et moi, donc j'ai arrêté et j'ai pris un job alimentaire d'hôtesse. À l'époque, c'était chez BMW. Donc on s'est rencontrés chez Cyril Lignac, je lui avais fait sa première journée d'essai et on a bossé ensemble en équipe pendant un bout de temps. Et on est devenus très très amis. Et donc je lui ai dit, un peu moins de 2 ans après le lancement de la société, je lui ai dit: «Rejoins-moi». Donc Anthony a été mon tout premier salarié. Il est venu m'aider à continuer notre croissance sur le chef en box et il m'a aidé à développer les ateliers puis la formation par la suite. Quand vous êtes dans un apprentissage aussi compliqué, il n'y a pas un jour où je suis rentrée sans pleurer. Vraiment, j'avais perdu 9 kilos, j'étais cadavérique, enfin, c'était pas incroyable. Forcément, quand la personne avec qui vous partagez votre vie, vous voyez plus beaucoup. Mais en plus, quand tu rentres à 2 h du matin et qui t'entend pleurer toutes les nuits, ça commence à quand même créer quelques tensions, parce que c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui va mal. Et donc forcément, ça a créé quelques tensions et puis on ne se voyait plus. Bon, même s'il n'y a pas que ça, je pense que ça a accéléré un petit peu la rupture, mais rupture qui m'a au final aidé à lancer le chef en box derrière, parce qu'il m'avait aussi dit que j'aurais pas les épaules assez larges pour être entrepreneuse. Si tu as envie d'être un bon pâtissier, il y a des choses clés, mais après c'est vraiment, chacun aura sa vision des choses, mais moi la vision de la mienne, la façon dont on recrute aussi, et tu le verras, puisque dans toutes les interviews qu'on a fait, c'est marrant et rien n'a été préparé et c'est toujours les mêmes réponses. La générosité, premièrement, c'est un métier où tu as envie de partager. Le curseur, tu vas vite voir, il se place très très haut. Donc vraiment, la générosité, c'est important dans un métier de partage. La détermination, parce qu'on a beau dire ce que tu veux, la pâtisserie, c'est pas les strass et les paillettes que tu vois sur M6, c'est pas tout beau, c'est pas tout rose, c'est un métier qui est compliqué aussi. Il a ses avantages et ses inconvénients comme tout métier. Il faut quand même une sacrée détermination et motivation pour rester dans ce métier. La passion de bien faire, en fait. Faut pas juste faire un gâteau, ou une préparation en se disant je vais le faire et ce sera fait. C'est à la fois, en fait, quand je dis la passion de bien faire, c'est l'amour du geste, mais l'amour du geste bien fait, en fait. Pas juste le faire en mode automatique, mais y trouver du plaisir à chaque fois qu'on le fait. Mais je pense que ça vient aussi par l'apprentissage de savoir faire les choses, parce qu'au début, quand on apprend à faire quelque chose, on a toujours peur, donc on n'est pas à l'aise. Et à force de le faire, du coup, on est de plus en plus à l'aise et on y prend de plus en plus de plaisir. Un truc que tu ne peux pas travailler, c'est ton envie. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas apprendre. C'est toi, c'est tes tripes, et c'est ce qui te permet en fait de réaliser tout ce que tu veux réaliser, même en pâtisserie. Juste le fait d'avoir cette envie, un test va se transformer en 2 tests, 3 tests, 4, 5, jusqu'à ce que tu trouves la bonne formule. Ah oui, il faut la nourrir. C'est obligé, il faut la nourrir. Et il faut trouver comment la nourrir, parce que ça aussi, c'est pas évident. Des fois, on sèche un peu, on a l'impression qu'on stagne un petit peu, mais il faut aller chercher ailleurs, parfois aller regarder ce que les autres font, s'intéresser aussi aux émissions de télé qui, des fois, partagent des choses très intéressantes. Non, il faut la nourrir, il faut la nourrir. Moi, personnellement, je me nourrissais beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure, du bonheur des gens. C'est ce qui me... Voilà, je faisais des gâteaux pour que les gens puissent les manger, pour que les gens puissent me décrocher un sourire, pour que les gens soient heureux. Il n'y a pas une personne au monde qui ne trouvera pas son bonheur dans la pâtisserie. Il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Chaque pâtissier a sa pâte, a sa touche. Et ça, c'est, je pense, l'un des seuls métiers qui peut proposer cette large palette. Après, on est reconnus comme des artistes, donc comme les peintres ou autres, voilà, il n'y a pas de limite. La personnalité de l'individu se retranscrit dans la pâtisserie. C'est même pas, je pense, pour moi, c'est même une affirmation. Parce que si tu dégages pas de personnalité, si tu dégages pas quelque chose... Et personnalité, c'est pas forcément une personnalité apparente. Il y en a qui sont pas très expressifs,
Il y en a qui contiennent beaucoup, mais intérieurement, ils ont une grosse personnalité. Et c'est ce que permet la pâtisserie, c'est justement de retranscrire ce qu'on ressent même au plus profond. Donc ouais, non, il faut impérativement de la personnalité. Si tu n'as pas la passion dans ce métier, tu ne tiendras pas. Quand on pâtisse avec passion, ça se ressent pour celui qui la déguste. Mais tout à l'heure, tu as évoqué le fait que je sois examinateur. Et c'est vrai que lorsque j'allais regarder les élèves, examiner les élèves pendant les épreuves, je voyais tout de suite ceux qui étaient passionnés et ceux qui ne l'étaient pas. Tu as une autre attitude. La passion, ça relève aussi une attitude. Tu vois, quand tu es passionné, tu as cette détermination, tu as ce truc, tu as les yeux qui brillent limite. Et ça peut tellement impacter ta façon de pâtisser, c'est incroyable. La passion, c'est ce qui... La passion, je l'associe, si tu veux, à l'amour. La première fois que tu rencontres la femme ou l'homme de ta vie, tu as ces trucs-là dans les yeux, tu vois. Tu es pris par un amour passionnel, tu vois. Et c'est un truc que tu ne peux pas expliquer. Même le « je t'aime » ne suffit pas à exprimer ce que tu ressens vraiment pour quelqu'un. Des fois, même quand tu trouves tous les mots, il y a quand même ce petit côté que tu ne retrouves pas, en fait. Et la passion, c'est ça. C'est ce petit truc que tu ne peux pas expliquer, que tu ressens et qui se voit fortement en fait dans ton regard. Et il n'y a qu'entre passionnés que vous pouvez en fait voir qui est passionné. Quand toi tu es passionné par ce que tu fais et que tu vois quelqu'un faire la même chose que toi, en vous regardant, tout de suite, je sais que lui il est passionné. Maintenant c'est à moi aussi de le retransmettre de la façon un petit peu plus simple à un maximum de personnes, et je trouve que c'est beau dans ces métiers manuels, c'est de pouvoir transmettre quelque chose. On te transmet un vrai métier, un vrai savoir-faire. Je trouve ça assez dingue. Pourtant j'ai un apprenti en marketing, donc je lui transmets des choses, mais c'est pas encore la même chose. Là on te transmet vraiment un métier comme ça, c'est quelque chose que tu dois perpétuer. Transmission, pas de continuité. Donc pour moi c'est la base. J'ai reçu parce que quelqu'un m'a transmis. J'ai évolué parce que d'autres m'ont transmis. Si je transmets pas, ça sert à rien de garder des secrets, des techniques, ça sert à rien. Il faut les partager parce que dans tous les cas, chacun, comme je le disais tout à l'heure, chacun sa patte. C'est pas parce que mon maître d'apprentissage m'a appris des choses et m'a donné ses secrets qu'aujourd'hui je fais la même chose. Juste, j'ai utilisé ce qu'il m'a donné pour en faire autre chose et demain je donnerai à quelqu'un qui lui en fera également autre chose. Le copier-coller, ça paye pas. Commencé dans une toute petite boutique, vraiment perdu au milieu de la campagne, puis dans une un peu plus grande, puis après j'ai fini dans une grande pâtisserie parisienne qui avait plusieurs boutiques. Donc déjà ça permet de voir aussi des échelles différentes, donc des organisations différentes, et ça c'est déjà intéressant personnellement. Après j'ai vu comment donner des cours dans un atelier de pâtisserie, donc avoir un contact direct avec des gens, avoir un peu un rôle d'enseignant, même si c'était des amateurs qui ne comptaient pas se professionnaliser de base, et c'était tout aussi intéressant. Puis là maintenant du coup, être un peu comme un enseignant, pareil ça permet de garder des liens avec des gens, tout en étant, en voyant un peu le côté pâtissier, mais l'apprentissage en fait permet de former des gens. La transmission, c'est ça que je cherche, merci. En fait, je me mets à la place des gens qu'on corrige et je me dis, moi j'aurais aimé qu'on fasse ceci, j'aurais aimé qu'on fasse cela, et je me dis, si on peut faire gagner du temps, des raccourcis, ou même être aidé comme moi j'ai été aidé en apprentissage ou même après, je trouve que c'est un juste retour des choses. En fait, je trouve que de toute façon, la vie, c'est une affaire de transmission. Ça dépend sur quel sujet, mais je trouve que tout est prétexte à être partagé et tout est enrichissant. Donc, si on peut chacun partager nos savoirs. En fait, je suis sur le chemin de la transmission et c'est ça qui est génial. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime. Je donne aussi des cours à côté. Du coup, cette transmission est vraiment très intéressante. De voir des gens qui, comme moi, au démarrage, n'y comprenaient pas grand-chose, qui arrivent maintenant à sortir des choses incroyables. Moi, je vois souvent, je dois avouer, je prends une ou deux box pour faire les pâtisseries des box. C'est vrai que quand tu le poses sur la table, on dit t'as acheté ça où? Ah non, je l'ai fait. Et ça fait toujours son petit effet. Alors dans la pâtisserie ou ailleurs, je pense que pour ma part, j'ai eu la chance d'avoir une belle enfance. J'ai eu la chance que beaucoup de gens m'aient fait confiance. La chance et le travail, bien sûr. Mais du coup, à un moment donné, tu te dis je dois rendre un petit peu de ce qu'on m'a donné. Transmettre un flambeau, faire aussi en sorte que des savoir-faire se perdent pas. C'est important. Ou forcément, quand les gens suivent une formation, ont un diplôme et derrière ce diplôme ont un nouveau métier, une nouvelle carrière, des nouveaux horizons, forcément, tu sais que sur ce moment-là, tu changes des choses. Tout le monde aussi contribue à ce que chacun change parce que parfois, il suffit d'une rencontre, d'un mot, d'une phrase qui peut provoquer des déclics comme ça chez les gens. En tout cas, pour moi, pour ma part, ça m'est arrivé plus d'une fois que certaines personnes, même dont je suis pas spécialement proche, ont à un moment donné une phrase qui provoque un petit... Pour moi, le macaron, je déteste les manger. Mais en fait, ça me ramène à chaque fois dans mes petits moments de début, ça me remet un peu dans ma bulle où c'est vraiment la pâtisserie. J'ai tellement galéré à apprendre à la faire que je suis trop fière quand ils sortent à chaque fois mes macarons. Donc non, c'est quelque chose que j'apprécie faire et transmettre aux gens parce que vu que ça a été mon petit déclic à moi, je me dis peut-être ça sera le déclic pour d'autres personnes. C'est vraiment une bulle dans le sens où, je sais pas, j'ai l'impression
l'impression que c'est un moment où je m'évade, mon cerveau déconnecte un peu, où je suis juste dans mon truc et où j'ai l'impression de transformer des matières premières brutes, tu as du sucre, de la farine, du beurre, et à la fin, t'as un gâteau incroyable qui sort. Enfin, je trouve que c'est beau cette façon de transformer des produits nobles comme ça en un truc incroyable à la fin, et d'autant plus quand tu vas le partager avec les personnes que tu aimes. Au moment où ils dégustent, tu vois, le petit sourire, où ils te disent ah c'est incroyable, etc. C'est un moment trop génial. Je pense vraiment être la personne la plus impatiente de ce monde, sauf avec les enfants, peut-être parce que c'était dans mes études. Et la pâtisserie te demande de faire preuve d'une patience incroyable. Quand on te dit il faut faire pendant 4 heures au frigo, la première réaction d'Anaïs c'est bon, 15 minutes ça suffit pas du tout. Donc vraiment j'ai dû apprendre la patience beaucoup avec la pâtisserie, et c'est pas plus mal parce que ça fait travailler sur des sujets compliqués. C'est vraiment un point crucial parce que c'est de la chimie, et toute chimie tu dois la respecter. Si on te dit il faut que ça pousse pendant 2 heures, il faut attendre que ça pousse pendant 2 heures. Si on te dit tes macarons ça va prendre au moins 15 minutes à croûter, il faut au moins que tu attendes tes 15 minutes. Et en fait je me suis rendu compte que ça avait un impact sur moi, puisque en gros quand j'étais pas patiente, vu que ça marchait pas, je devais refaire et je perdais encore plus de temps. Alors l'idée, j'étais encore au mûrissement, j'étais en apprentissage, c'était compliqué, et j'étais abonnée à une box de beauté. Et je me rappelle, je suis sortie du métro, j'ai vu une énorme affiche de cette box. Et là, je sais pas, je suis restée bloquée devant comme ça 5 minutes, je me suis bousculée à droite à gauche. Et je me suis dit, ça serait cool d'apprendre la pâtisserie d'une manière aussi ludique qu'une box. Et donc j'ai appelé Julien, j'ai appelé mon frère en lui disant, j'ai une super idée, incroyable. Et il m'a dit, est-ce qu'il y en a dans le monde? J'ai dit non. Il m'a dit, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et là, je me suis dit, zut. Et puis on s'est dit, on va aller en créer un. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à avoir l'idée du chef en box, l'idée du concept, etc. À l'époque, j'étais avec quelqu'un aussi qui était en école de commerce, et donc il m'a aussi aidé à réaliser ma première étude de marché, le business plan, etc. Et puis après, grâce à Julien, on s'est entouré vraiment de super associés dans des domaines qui sont dans des domaines totalement différents. Et entre l'idée, la création des statuts, il s'est passé un peu moins de 6 mois, donc ça a été assez rapide. Et entre la création des statuts, le crowdfunding, le lancement, il s'est passé 4-5 mois de plus. Donc au final, ça a été assez rapide pour le lancement d'une société, surtout qu'il y a un produit à développer, il y a des produits à les sourcer, c'est aussi faire de la créa, parce qu'au final, la R&D, quand vous devez créer une recette qui doit pas dépasser un certain montant puisqu'elle doit rentrer dans un coût fixe d'une box, etc., c'est un vrai challenge. Tout ce process tout en ayant un travail à côté, donc très, très compliqué au niveau timing aussi. Donc c'était un process hyper enrichissant. Le crowdfunding, c'est ni plus ni rien qu'une opération de marketing. Tu vends ton produit, tu racontes une jolie histoire, ton histoire en l'occurrence, et tu vas aller chercher tes premiers clients comme ça, en leur demandant un soutien. Donc tu commences forcément par ton cercle d'amis et de famille très proches, tu leur demandes de partager, qui partagent à leur cercle d'amis et amis très proches, etc., etc., etc. Donc c'est comme ça au final que tu peux aller récupérer quelques milliers d'euros pour pouvoir lancer ton projet, voire même plus. Il y a des crowdfunding qui font des centaines de milliers d'euros. Mais vraiment, c'est commencer au final ton produit, ta bêta-test sur ton produit en gros, puisque ces personnes, vu que c'est des contributeurs, tu vas les remercier en leur envoyant un produit. Et donc ça va être tes premiers clients. Et donc t'as intérêt à gérer parce qu'il faut les fidéliser ces clients après. C'est pas très compliqué dans le sens où il faut savoir actionner son premier cercle, son deuxième cercle et demander d'en faire autant. Après, c'est jamais facile de demander aux gens de participer et de te donner de l'argent. Les journées types quand tu as une activité en même temps de la création de ton entreprise, elles sont forcément très longues les journées. Tu peux pas tout faire en même temps. Donc moi j'étais dans un cabinet d'immobilier à ce moment-là. Donc j'ai fait 9h-17h au cabinet. 17h30, 17h45, j'arrivais chez moi. Et ensuite commencer la deuxième journée, la journée chef en box, de concevoir les box, d'acheter les produits, de répondre aux mails clients, de faire de la com, de gérer les réseaux sociaux, etc., etc. Donc ouais, ça faisait des journées assez chargées quoi. Je me couchais rarement avant 2-3 heures du matin. Même il y a eu la période de Noël, je pense que c'était la pire. Julien a dû venir dormir avec moi dans mon studio pour m'aider à faire les box, etc. On finissait de faire des box et là, t'avais une notification nouvelle commande. T'étais en mode oh c'était un moment assez marrant. Alors, un moment très cool parce que du coup c'était notre premier Noël, mais un moment aussi où il y avait très peu de sommeil. Comment on fait des ventes sans argent? C'est vrai que sur le chef en box, on n'a jamais mis un budget marketing. Je pense qu'aujourd'hui, 8 ans après, nous sommes toujours à près de 0 € dépensés en budget marketing sur le chef en box. Ça a été les réseaux sociaux, de bouche à oreille, parce que quand on a un produit de qualité, le bouche à oreille se fait plutôt vite. Et voilà, c'était vraiment les réseaux sociaux. Du coup, on récupérait des clients en mail, on leur vendait nos produits, etc., etc. Au démarrage, en fait, on a lancé la boîte avec 1 000 €, donc si tu veux, j'avais pas un budget marketing. On a toujours une ligne directrice, on savait où on voulait aller, des deadlines. Après, les deadlines n'ont pas forcément été respectés, soit plus tard, soit avant. Enfin, voilà. Mais effectivement, je pense que ça, c'est la qualité du lien, c'est d'avoir une vision sur le long terme, que moi, je n'avais pas du tout. Et du coup, qui nous a toujours mis des steps pour avancer. Donc, il fallait déjà, en 6 mois, que notre produit ait fait ses preuves, qu'on voit que le concept marche, qu'on soit rentable, etc. Au bout de 3 ans, tu vois, on a monté notre boutique. Avant ça, on a su qu'il fallait diversifier notre gamme de produits. Donc, au bout de 1 an, on a commencé les box avec les grands chefs. Au bout de 3, du coup, l'atelier. On savait qu'on allait vers de la transmission de plus en plus poussée. Donc, tout était plus ou moins écrit. Après, on s'attendait pas forcément à ce qui s'est passé après le Covid et l'hypercroissance qu'on a gérée, mais on savait à peu près où on allait dans tous les cas. L'atelier, c'était notre première boutique à Paris, où on faisait des cours de pâtisserie. Donc là, on recevait vraiment des gourmands, des gens qui n'avaient pas forcément envie de se professionnaliser, mais vraiment des gens qui avaient envie de passer un bon moment avec leurs proches, qui avaient envie où on pouvait leur transmettre un savoir-faire, mais de manière vraiment pour
pur plaisir. Et donc là, on recevait des centaines de milliers de personnes pour les former à la pâtisserie. C'est ton premier bébé quand t'as une première boutique physique en plus à Paris. Je me rappelle encore quand ils ont posé le logo sur le mur, je me suis dit waouh, ça c'est à nous, c'est trop cool. On a eu 3 ans de boutique, mais sur ces 3 ans, malheureusement, on ouvre la boutique 3 jours après, Gilets jaunes Nation. Paf, on est à Nation, génial. Donc on a été fermé quand même pas mal avec les Gilets jaunes. Quand les Gilets jaunes se sont arrêtés, réforme des retraites tout le mois de décembre. Et réforme des retraites se termine, Covid, confinement. Donc c'est vrai qu'on n'a pas été ouvert beaucoup en 3 ans. On a dû faire face à pas mal de crises successives. En gros, on est arrivé où il y a plus d'argent qui rentrait dans la boîte, les dépenses continuaient d'affluer. Ça devenait une situation quelque peu critique. On était vraiment pas loin de passer par une faillite. Donc c'était stressant possible. Je dormais plus. Je pense que Julien ne dormait plus non plus. Et le jour où il m'a appelé, il m'a annoncé qu'on allait être confiné. Je me suis dit c'est génial. On est à moins 30 000 sur les comptes. Julien vient d'être papa. On a un crédit sur le dos avec l'atelier. C'est pas possible. Genre ça peut pas se finir comme ça. C'est hors de question. Je veux pas lui laisser un crédit sur le dos avec tout ce qui se passe. J'étais au fond de mon lit moi-même. J'arrivais plus à respirer. J'étais persuadée de faire une crise d'angoisse. Finalement, j'avais le Covid, déficience respiratoire. Mais au final, c'est vraiment dans ces périodes, quand tu sors totalement de ta zone de confort, où il y a les plus belles choses qui se passent en général. Parce que ton cerveau, il se met en mode survie et donc il te sort des trucs assez fous. Je n'ai pas gardé la tête froide du tout à ce moment-là. Moi, j'étais juste en panique totale, en mode